Écoutez, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents. On va pouvoir commencer avec un petit peu de retard. On s'en excuse. Je suis très heureux d'animer cette table ronde aujourd'hui, qui prendra davantage un aspect d'échange entre nous, en toute sympathie, d'échange sur nos différentes missions, sur la façon de gérer nos équipes. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est manager des professionnels engagés et militants, donc mission impossible. Je pense que ça va être possible puisqu'on est là, puisque vous êtes là, puisqu'on arrive à assurer le service. En ce qui me concerne, donc, je suis Michel Gossel, je dirige une association d'insertion à Metz en Moselle. On est 170 salariés et on a pris en charge l'année passée à peu près 20 000 personnes. Donc aujourd'hui m'accompagne Léa Mganas. Bonjour Léa. Léa, donc écrivaine, jeune écrivaine, entrepreneuse, fondatrice et présidente de l'association AIDA. On y reviendra. Stéphane Morin, directeur départemental du service de secours et d'incendie Loire-Atlantique. Merci Stéphane, parce que je sais aussi que ton emploi du temps est bien chargé. Et puis Marc Lièvremont. Alors, je ne sais même pas s'il faut le présenter, puisque voilà, nous trois à côté. Donc merci Marc. Donc, ancien joueur et sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Voilà. Donc quand on se présente comme ça, on a l'impression de suite d'emblée qu'on est plutôt différent. En tout état de cause, moi je suis incapable d'écrire un livre à l'âge de 14 ans. Léa, ce que Léa a fait. D'ailleurs, le temps est bien passé pour écrire un livre à 14 ans pour moi. Face aux All Blacks qui font un cas, moi je me sauve. Personnellement, je me sauve en courant. Aussi vite que je me sauverai face à un incendie. Et pourtant, il y a un dénominateur commun sans doute, et on va évoquer ça ensemble. Donc voilà, on accompagne des équipes vers un même objectif dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. On va commencer par les dames. Léa, j'ai une petite question, mais bon, voilà, on rebondit l'un à l'autre, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire tous ensemble, tous les quatre. Léa, donc, tu as créé l'association AIDA il y a 9 ans, je crois. 8 ans. Et donc aujourd'hui, l'association AIDA qui vient en aide aux enfants atteints du cancer et en soutien aux familles, regroupe aujourd'hui 80 000 bénévoles, si je ne me trompe, et 30 salariés permanents. Comment est-ce que tu fais pour mobiliser autant de monde, alors que l'un des thèmes aujourd'hui de Nexel, c'est de se dire comment est-ce qu'on va être attractif, comment est-ce qu'on va chercher des salariés. Et toi, en 9 ans, tu as 80 000 bénévoles qui viennent. Comment est-ce que tu fais pour avoir une mobilisation telle? Merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir. Je viens d'arriver de Paris. Je suis ravie d'être avec vous pour 2 jours. C'est vraiment deux super journées. Donc merci d'organiser ça. Alors effectivement, tu l'as dit, chez AIDA, on a une histoire un peu particulière parce qu'on avait 14 ans quand on a créé cette association. On était en classe de seconde et on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes de notre âge qui étaient isolés à l'hôpital et qui ne recevaient jamais de visite de leur père. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que la dynamique a pris, et c'est un peu ce qui reste aujourd'hui, ce qui nous permet de mobiliser autant de jeunes. Tu parlais de 80 000 jeunes qui s'engagent avec nous, la moyenne d'âge c'est 17 ans chez AIDA, ils restent tout au long de la fin de leur collège, du lycée, du début de l'université, et je pense que ce qui les fait rester, c'est le sentiment d'être utile au quotidien, pouvoir sentir qu'ils ont un impact très concret, qui est tangible. On a un bénévole une fois, qui a peut-être un peu trop lu Voltaire, mais qui nous a dit « j'ai l'impression de mettre de l'infiniment petit dans l'infiniment grand ». Et c'est vrai que la santé, l'environnement, ça peut nous paraître infiniment grand, mais quand ils s'engagent au quotidien, quand ils donnent un peu de leur temps, après les cours, le week-end, le mercredi après-midi, ils ont l'impression d'apporter leur pierre à l'édifice et d'être des acteurs de la santé et puis de leur propre santé in fine. D'accord, je te remercie. Ce qui veut dire aussi que c'est assez intéressant pour l'avenir. Enfin, ça donne un bon espoir que de voir autant de jeunes mobilisés qui du coup ont trouvé le même sens à aider les autres, à aider ce qui pourrait être eux-mêmes se faire malade. Ça donne beaucoup d'espoir, d'autant plus que quand ils s'engagent avec AIDA au départ, c'est pas du tout le monde de la santé qui les intéresse ou du social, ils ont envie de s'engager dans une association, ils se rendent compte que parce qu'ils sont mineurs, c'est très compliqué de pouvoir le faire ailleurs, et on a créé un dispositif d'accompagnement qui nous permettait de le faire dans des structures hospitalières partout en France aujourd'hui, et c'est vrai que quand ils en ressortent, il y a 82% d'entre eux qui déclarent qu'ils veulent travailler en lien avec le monde de la santé ou le monde du social,
Et ça, c'est une vraie fierté pour nous parce que ça les aide aussi à trouver leur place et à se sentir utiles dans ces métiers dont on a absolument besoin aujourd'hui, dont on aura encore besoin demain. Parfait, merci beaucoup. Stéphane, l'année a été compliquée pour tes services, pour tes équipes, pour tes soldats du feu, notamment. Alors, l'incendie, c'est une petite partie de ton activité, on le disait tout à l'heure en préparation. Néanmoins, voilà, c'est aussi ce qui marque le plus l'opinion publique, c'est ce qui marque le plus les médias. Et puis c'est d'autant plus marquant que je crois que tu as perdu un soldat cette année, cet été, voilà, à qui on peut rendre hommage. Et pour autant, cette semaine, tu as des soldats fatigués, tu as des soldats, voilà, des gens qui ont vécu un été compliqué, enfin, mais plus que l'été, parce que ça a commencé au printemps cette année, ça a commencé très tôt. Et je crois qu'il y a 20 personnes qui sont parties rejoindre les troupes dans la Gironde, là où c'est la situation toujours difficile. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la motivation de personnes qui sont à la fois fatiguées, qui sont usées et qui prennent des risques considérables, qui prennent les pires risques puisqu'ils risquent leur vie? Merci Michel, merci également pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, la question, elle est compliquée, pas compliquée finalement, parce que j'allais dire qu'on a vécu en effet un vrai été d'enfer en Loire-Atlantique comme dans toute la France. On tire aujourd'hui un peu les enseignements de ces opérations multiples sur le front des feux de forêt, mais finalement la question du sens revient. Et c'est un peu la vie dans nos casernes. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une opération particulière, une catastrophe, un incendie important, finalement on recrée ce lien et ce collectif et on se rappelle finalement notre engagement, en quoi il consiste. Et finalement j'avais des équipes très fatiguées parce que très sollicitées cet été. On est parti 13 fois en forêt extra-départementale, puis avec des feux, près de 1000 feux sur le territoire départemental pendant les 2 mois de juillet et du mois d'août. Et pour autant, à chaque fois qu'on faisait appel à candidature, parce que ça se passe comme ça, c'est vraiment du volontariat pour partir à l'extérieur, j'avais à chaque fois capacité de remplir mes colonnes de renfort pour partir en intervention. Donc, on a des pompiers, parce que je pourrais peut-être revenir sur la composition quand même de l'effectif des sapeurs-pompiers. En Loire-Atlantique, j'allais dire c'est à peu près les mêmes chiffres en France, c'est 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est un vrai engagement citoyen, librement consenti. Des femmes et des hommes qui décident pour porter assistance en fait, à la population, c'est aussi simple que ça, de s'engager dans les casernes de sapeurs-pompiers. Et finalement, ce sens, quand on est sur des missions, certes exclusives de lutte contre l'incendie, qui représentent très peu d'émissions, mais qui est quand même le cœur, entre guillemets, du métier de sapeur-pompier, et bien finalement, tout le monde se mobilise assez facilement, et on arrive, encore une fois, à opérer cette solidarité nationale partout sur le territoire. Alors du coup, est-ce qu'il est beaucoup plus facile de mobiliser des collègues sur de grosses opérations comme celle-ci, malheureuses, des grosses opérations comme celle-ci, que sur du quotidien? Je fais un petit peu le parallèle avec ce qu'on peut vivre aussi dans l'insertion. Quand il manque quelqu'un le week-end, on a grand mal à trouver un remplaçant quand on appelle. Par contre, si on a un démantèlement de personnes en demande d'asile de 800-900 personnes, on fait un appel et là, on a tout un tas de monde qui sont présents. On a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures et quand c'est super important, on sait se mobiliser. Oui, c'est le même constat que nous faisons. Alors c'est encore une fois le sens de l'engagement et je le disais il y a quelques minutes, lutte contre les incendies, c'est 7% de nos opérations de secours. 75% de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours en Loire-Atlantique comme ailleurs, c'est ce qu'on appelle le secours et les soins d'urgence aux personnes. Et les secours et les soins d'urgence aux personnes, quand on regarde les 20 dernières années ce qui s'est passé, finalement on nous demande, pour des raisons issues du grec, multifactorielles, de faire de plus en plus de choses dans le secteur médical, médico-social. On est très proche, finalement on travaille aussi beaucoup avec les associations pour les missions des sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que ça change finalement la nature de l'engagement. Et c'est un peu ce que nous disent d'ailleurs nos équipes en disant mais moi je sens que ce domaine quand même explose, devient de plus en plus important et je ne me retrouve pas toujours dans mes opérations, en tout cas dans le sens de mon engagement. Pompier professionnel comme pompier volontaire. Donc ça nous questionne. On essaye évidemment de travailler là-dessus, de préparer, de les former mieux, parce que c'est vrai que les missions s'étant largement diversifiées, il faut aussi qu'on leur donne les clés pour pouvoir être à l'aise finalement dans ces missions.
Mais ce métier change très clairement, et donc l'engagement change aussi. Il faut expliquer tout ça aux différentes équipes. Effectivement, c'est sans doute un petit peu pareil chez nous. Je pense qu'il faut qu'on explique bien quel est le métier, quelle est la définition du métier, et qu'on ne voit pas qu'une seule partie immergée de l'iceberg. Marc, on ne va pas parler de ta carrière de sapeur-pompier volontaire, hein, puisque tu l'as été aussi. Professionnel. Quelques mois. Et professionnel. Éducateur aussi, dans la cité de Perpignan. J'ai en ce moment des postes vacants. Si tu as quelques piges à faire dans un centre d'hébergement d'urgence, c'est ce qu'il faut. Et intervenir ponctuellement pour les associations. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, du coup, quand on prépare un match, comme en 99 où on a gagné face aux All Blacks, ou quand on prépare un match et qu'on est sélectionneur, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on décide comment est-ce qu'on va coacher le collectif pour l'amener tous dans le même sens? Parce qu'on sait qu'on peut avoir les meilleurs joueurs du monde. Si on ne sait pas les faire bosser ensemble, si on ne sait pas les faire jouer ensemble, jouer pour toi, travailler pour nous, ça ne servira à rien. La somme des compétences individuelles doit rester inférieure à la compétence collective. Et comment est-ce qu'on fait pour, dans ta place de capitaine par le passé, dans ta place de sélectionneur ensuite, qu'est-ce que tu peux nous faire comme retour d'expérience? C'est compliqué de résumer en quelques mots l'approche de cet enjeu. Évidemment, l'histoire démarre bien plus en amont. Bonjour à tous d'abord. Je voudrais dire aussi qu'il peut paraître indécent, le mot de comparer des athlètes qui vivent de leur passion, très bien payés, à des éducateurs, des volontaires, à des bénévoles, mais effectivement manager des hommes aussi, et quels que soient les enjeux, et dans la tourmente aussi, ou des matchs, ou dans des contextes de fort enjeu, tendus, sous la critique. Il y a certainement des similitudes, en tout cas, sur les valeurs communes, on l'abordera. Comment faire? C'est un long processus, hein. En tout cas, il est difficile d'aborder ça sans parler un peu de moi-même, et quelque part que j'avais rien pour... j'avais pas du tout le profil d'être entraîneur à la base. Je m'étais même promis quand j'étais joueur de ne jamais être entraîneur, et j'ai toujours eu ce sentiment, ce manque de légitimité, on va dire. J'ai jamais voulu être capitaine, par exemple. Le capitaine, c'est quelqu'un qui exerce un leadership de transition entre l'entraîneur et les joueurs. Et en même temps, voilà, on est aussi issu de parcours d'une éducation et de sollicitations, de mains qui se tendent, et puis on est aussi animé par des moteurs qui sont la passion, l'engagement, mon sport, le rugby que j'ai décliné. Et quand on parle d'entraîneur, d'entraîner, j'ai refusé, et puis il y a un travail un peu d'introspection. Et je crois qu'on a besoin des autres, tout simplement. Le capitaine, en 19, j'étais joueur, j'étais acteur, et vous savez, un joueur, je compare un petit peu les sentiments et les motivations des joueurs à des sentiments et des motivations d'un enfant qui est content quand il joue et quand il joue bien, qui n'est pas content et qui est un peu capricieux quand il ne joue pas. Entraîneur, évidemment, la dimension, elle est complètement différente. La passion, l'engagement qu'animé, le fait que, d'une certaine manière, quand on est un joueur de haut niveau, on est un petit peu égoïste, et c'est un peu normal, un peu égocentré. Entraîneur, c'est penser pour 20, pour 30, pour 40, c'est faire une quantité de choix, de fonctionnement, de stratégie, d'orientation, et certainement le plus coûteux, le plus subjectif, le plus douloureux certaines fois, c'est choisir des hommes, les accompagner, les décevoir certaines fois. Je crois vraiment, puisque le doute a été longtemps mon moteur d'une certaine manière, et donc en termes de remise en question, et que quand on commence à occuper une mission, il faut une forme de travail d'introspection, de savoir quel leader je vais être, quand ce soit le leader d'une association de sapeurs-pompiers, ou d'une entreprise, d'une collectivité, se dire évidemment qu'il n'y a pas de prototype d'un bon leader, mais que la nécessité, en tout cas l'obligation, c'est d'être d'une certaine manière au service des autres, c'est-à-dire que la vraie richesse c'est celle des autres, donc forcément on est habité par un sentiment de confiance, de respect, d'aller chercher ce talent d'une certaine manière, qu'on est là pour fédérer. Vous savez, l'entraîneur de rugby, il perd la main avec ses joueurs, hein, le long du match. Donc si toute la semaine il n'a pas donné une forme d'autonomie, qu'il ne les a pas équipés avec une dimension pédagogique, et puis on en a parlé puisque Stéphane parlait de donner du sens, évidemment, il exerce avant tout, à mon avis, et je pense que c'est ce qui nous réunit tous,
il est une forme de leader spirituel, porteur de valeurs, d'exemplarité notamment, quand il s'agit de jouer pour l'équipe de France, quand on est au service d'une communauté ou d'enfants malades. Voilà, en tout cas. Et puis après, c'est gérer les ASDA, c'est aussi se dire que au sein d'une compétition, on est très exposé, parfois très critiqué, il y a aussi un sentiment de solitude, et qu'on peut être très entouré. Je crois que c'est aussi cette capacité qu'ont les chefs ou les leaders, en tout cas, à savoir s'entourer de gens compétents. Et en même temps, quand on porte un projet, il y a ce sentiment de solitude face aux critiques, face aux tensions, face aux difficultés, et qu'il faut... je crois qu'on y prend plaisir au bout d'un moment aussi, c'est paradoxalement. Et puis j'ai parlé d'engagement sur le terrain et avec des fonctions de responsabilité. Il y a un moment, il y a aussi une dimension de combat, de se battre pour une bonne cause, pour quelque chose qui fait sens, que ce soit pour une équipe de rugby, un club, une fédération, une collectivité ou un public défavorisé, en tout cas en difficulté. Si tu as dit la richesse c'est celle des autres, le fait peut-être que la richesse du manager, c'est de penser que c'est celle des autres. Parce qu'au final, c'est pas quand on est sur un moment chaud, quand on est en difficulté dans un service social ou sur un match, qu'on va se poser la question. Je pense qu'en amont, quelque chose se prépare et c'est aussi des profils qu'il faut avoir pour pouvoir mener à bien et amener l'équipe là où on le souhaite. Après, tu peux aborder aussi la question du jeu et aussi de la rémunération. Alors, la rémunération est sans doute quelque chose aussi qui peut être attractif partout. Hein, elle est bienvenue, mais c'est pas le seul, peut-être même pas le premier. Et on évoquait là, avec Léa et puis Stéphane la question du sens. Et je crois que là aussi, c'est vraiment l'élément central, hein, la question du sens. Pourquoi est-ce qu'on est là, qui avant tout fait lever le matin et puis fait qu'on a envie d'être mobilisé. En fait, pour être plus global, il faudrait dire la considération. Donc elle peut être financière, évidemment, mais ça compte aussi, évidemment, parce que dans le social notamment, je suis un petit peu impliqué aussi. Le problème, c'est qu'on a des gens qui se battent toute la journée pour un public fragile, on va dire, et qui eux-mêmes aussi se battent dans leur quotidien, certaines fois, pour subsister, faire vivre leur famille. Donc c'est la considération, et donc l'aspect financier, me semble en tout cas, est important. Tout à fait, la considération, la reconnaissance qu'on peut prêter à son équipe au quotidien en leur disant simplement un grand bonjour et ne pas oublier de dire au revoir. Léa, quand on a autant de personnes, elles ont forcément de bénévoles, elles ont forcément aussi des conditions différentes, elles viennent d'horizons différents, avec des cultures parfois différentes. Comment est-ce que tu fais pour justement aller vers la même cible? Comment est-ce que tu fais pour rassembler et aller vers la même cible? Alors je pense que c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on engage des jeunes qui évidemment ont grandi dans des grandes villes, ont grandi en banlieue, ont grandi dans des milieux ruraux, n'ont pas les mêmes situations personnelles, familiales et ont entre 15 et 25 ans, donc c'est quand même assez large comme spectre. Je pense que la première question qu'on se pose quand ils arrivent, et c'est d'ailleurs une des premières questions que leur pose leur psychologue, parce qu'ils sont tous formés à intervenir en milieu hospitalier et ils ont un suivi psychologique, c'est pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui fait que le matin, quand vous vous levez, vous allez en cours et le soir, vous allez passer un peu de temps avec Aïda à l'hôpital? Et donc là, on a des réponses qui sont extrêmement variées, mais qui convergent vers les valeurs communes, qui convergent vers voilà, le sentiment de vouloir être utile et de donner un sens. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à les fédérer et à leur permettre de se retrouver à un endroit. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des jeunes qui ont des trajectoires extrêmement différentes. Je pense qu'ils ne se seraient jamais rencontrés s'ils ne s'étaient pas rencontrés avec nous à l'hôpital, qui créent des liens, qui montent parfois des projets ensemble. On a des associations qui ont émergé de bénévoles d'Aïda qui ont décidé de monter des projets à part, mais je pense que c'est ce sens et c'est cet engagement commun. Et puis c'est les barrières qu'ils ont eues à l'engagement aussi, qui leur permet de se retrouver. C'est-à-dire qu'il y en a énormément qui arrivent en disant moi j'ai voulu m'engager ailleurs, mais on m'a dit que j'étais trop jeune, donc que j'avais pas ma place. Et en fait, ils se rendent compte que peu importe de là où ils viennent, d'une grande ville, d'une banlieue, d'un milieu rural, peu importe la situation familiale, ils se retrouvent autour de ces barrières-là, autour de ces obstacles dont ils ont fait une force et un engagement aujourd'hui. Et ça, c'est assez fort à voir au quotidien. Et je pense qu'il y a le troisième élément,
et qui se révèlent totalement au travers de l'engagement. Peu importe de là où ils partent, vous avez des jeunes qui n'étaient pas forcément très bons à l'école et qui nous disaient moi je suis pas sûre de pouvoir vous aider parce que j'étais pas très bon à l'école, donc je vois pas trop ce que je peux faire, et qui en fait se révèlent totalement à l'hôpital, ont un lien extraordinaire qui se tisse avec les jeunes et après deviennent animateurs et ils se rendent compte que c'était un métier fait pour eux. Vous en avez d'autres qui étaient excellemment bons à l'école et qui se disaient moi je veux être PDG de Microsoft ou je veux travailler dans une grosse boîte, et qui en fait peut-être continueront à faire ça, ou alors se disent moi je veux faire un métier plutôt dans le social parce que j'aime cette proximité sur le terrain, j'aime ce contact, et donc je pense qu'ils se fédèrent aussi autour de la rencontre avec eux-mêmes et de la place qu'ils ont trouvée au travers de l'engagement. Effectivement, c'est rassurant, je disais tout à l'heure, parce que nous sommes tout le temps, on peine à pouvoir recruter de nouveaux profils, et je vois que là, il y a un vivier de jeunes qui ont envie de le faire et qui le fait uniquement par conviction, pas par envie. Il n'y a rien d'autre que l'envie d'aider l'autre, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais pour autant, c'est aussi intéressant de se dire qu'ils peuvent le faire tout en ayant envie de faire un autre métier que celui-ci. Parce qu'il n'y a pas que nos métiers non plus, il y en a tout un tas d'autres. Et se dire qu'on partage les mêmes valeurs dans d'autres métiers aussi, y compris si on est très chez Microsoft, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, ça donne bon espoir pour l'humanité. Totalement, et un élément, on a des bénévoles d'AIDA qui finissent par accepter une offre de job chez AIDA après et qui viennent travailler chez nous. Et donc là, on a un élément pas évident à gérer, qui est la frontière entre le bénévolat et le salariat, puisqu'ils viennent travailler chez nous, et donc on les encourage à pas être bénévoles évidemment à côté chez nous, mais à avoir d'autres engagements. Et donc là, on rentre dans une autre dimension qui est l'un des 3 piliers de la formation qu'on leur dispose, qui est l'équilibre qu'ils ont dans leur vie. Quand ils sont bénévoles, on leur fait le schéma de la bouteille d'oxygène. Donc, ils vont aller à l'hôpital, et quand ils seront à l'hôpital, leur bouteille d'oxygène va se vider graduellement, parce qu'ils vont donner de leur temps, mais qu'il faut qu'ils aient des sas. Donc, on leur fait un exercice qui est extrêmement compliqué, et que je vous invite tous à faire si vous avez un peu de temps, mais qui est de lister 30 choses ou lieux qui nous permettent de recharger cette bouteille d'oxygène sans culpabiliser. Donc moi ça fait 8 ans, j'en suis toujours à 5-6 lieux, donc je vous propose d'essayer, c'est pas évident, mais c'est ce qu'on leur fait faire quand ils arrivent en tant que bénévoles chez nous, et c'est cet équilibre-là qu'on espère aussi véhiculer au sein des équipes de salariés, parce que je pense que c'est pas parce qu'on est engagé pour une cause, c'est pas parce qu'on fait du social qu'il doit y avoir un sentiment de vocation, de sacerdoce. Moi, on m'a longtemps dit t'as commencé quand t'avais 14 ans, parce que c'est à cet âge-là que j'ai créé AIDA, donc c'est ta vocation. Et moi, ça m'a jamais parlé, parce que ça n'a jamais été ma vocation, ça a juste été une envie de répondre à un besoin qu'il y avait sur le terrain et de mobiliser des équipes pour faire ça. Et je pense que c'est notre responsabilité, si on prend la casquette aussi employeur que peut avoir le monde associatif, de permettre aux salariés qu'on embauche d'avoir cet équilibre-là dans leur vie, et de ne pas tout justifier au nom d'une cause qui nous dépasserait ou au nom d'une vocation quelle qu'elle soit. Donc je pense que c'est aussi ça qu'on essaye de véhiculer au quotidien, et que peut-être que certains d'entre vous aussi essayent de porter au travers de vos métiers respectifs. Ça me plaît beaucoup ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément là pour une vocation, et peut-être même que c'est une erreur que de penser qu'on est là pour une vocation, parce qu'on a envie. Je vois que Stéphane a envie de rebondir dessus. Oui, ça résonne complètement avec, encore une fois, l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Alors, sur 2 points, la diversité des profils. Parce qu'on a besoin de sapeurs-pompiers professionnels dans nos corps départementaux, parce que dès lors qu'on a une activité opérationnelle qui augmente dans les grandes villes où la sollicitation opérationnelle est très lourde, évidemment, c'est plus compatible avec une activité de sapeurs-pompiers volontaires. Pour autant, la richesse qu'on a, et c'est vraiment une richesse assez extraordinaire, parce que j'ai fait plusieurs départements, c'est cette représentation de la société civile extrêmement large. Des jeunes, des pas jeunes, des cadres, des ouvriers, on a toutes les professions. Et je peux vous assurer qu'opérationnellement, avoir toutes les professions, c'est d'une richesse infinie par rapport aux sollicitations opérationnelles, aux découvertes opérationnelles, parce qu'on est très humble dans ce métier, on tombe toujours sur des choses qu'on n'a pas pu réaliser, et d'avoir finalement une compétence particulière qui vient nous aider finalement sur la résolution du problème, c'est extrêmement riche. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est cette conciliation de cet engagement avec sa vie personnelle et puis pour nous, vie professionnelle, parce que nos pompiers volontaires, ils ont aussi une activité à côté de cet engagement volontaire. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille dans les services d'incendie de secours depuis 20 ans, parce qu'on était un peu militaire dans la façon d'aborder les sujets il y a 20 ans. Quand on a créé les corps départementaux,
la personne qui venait taper à la porte en disant « je voudrais entrer pompier », très bien, mais si tu rentres, ce sera tant de gardes, tant de week-ends débloqués par mois, tu te débrouilles, et moi, peu importe de ce que tu fais comme travail, ainsi de suite, tu te débrouilleras, tu te feras remplacer, tu soucies, tout ça. Bon. Ça ne fonctionne absolument plus aujourd'hui. On est obligé de tenir compte beaucoup plus de cette conciliation de la vie personnelle. Et on parlait tout à l'heure Marc disait, de considération. Les salaires, l'indemnisation, c'est pas complètement bénévole, il y a une indemnisation. C'est pas un volontaire, c'est 7 € de l'heure, c'est pas non plus comme ça qu'ils deviennent riches, hein, mais en tout cas, il y a quand même cette indemnisation. Par contre, la reconnaissance, la considération, c'est justement la prise en compte de tout cela, c'est-à-dire comment j'aménage mon temps de service de manière à ce que ça reste compatible et que je puisse exercer finalement cette passion et cette envie d'aider les autres, tout en assurant quand même ces petites bouffées d'oxygène à droite ou à gauche sur un plan personnel et familial. Merci. Du coup, là, on parle de vocation, ce serait peut-être une erreur que d'être dans un choix de vocation quand on fait un métier. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec une passion? Parce que le sport, c'est plus une passion. Est-ce que c'est la passion qui anime? Est-ce que ça s'oppose à une vocation? Non, l'idéal, c'est quand même que les deux se rejoignent, on va dire, avec une passion, de haine, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais revenir aussi sur la situation de Léa, parce que je crois que le chef, le leader en tout cas, il est tellement sous tension certaines fois, et diminué physiquement, psychologiquement, usé. Alors je parle du rugby, du sport de haut niveau, le stress, les tensions, des gens, des proches aussi, d'anciens coéquipiers que je vois, que j'observe, deviennent un peu dingues, stressés, aigris, même malmenés par le quotidien. Et évidemment, c'est valable pour beaucoup d'acteurs sociaux. Et on a besoin aussi, malgré tout, il peut y avoir des périodes de moins bien, mais de garder une forme de foi, d'enthousiasme, de passion, de fierté, pour justement amener avec soi ces hommes et ces femmes vers ce combat, d'une certaine manière, quel que soit le secteur. Et en tout cas, la fondation de Léa est formidable, parce que se dit, bon, il y a certaines fois une forme de dépit de certains, de se dire, ouais, les jeunes, on a du mal à les mobiliser, de voir ces gamins, ces mineurs qui sur leur temps libre vont donner de leur temps, et puis en plus ça suscite des vocations, de la passion, en tout cas, c'est quand même remarquable, et ce sont de formidables messages d'espoir pour nous tous, je pense. Exactement. Alors, on évoquait les différents horizons d'où peuvent venir tes collègues, Stéphane. Avec des âges différents, avec des expériences différentes, un métier différent pour 80% des effectifs. Et comment est-ce que vous pratiquez pour que, le moment venu où il y a une action, peut être un incendie ou autre, mais en tout cas, il y a un problème à rencontrer pour que chacun soit bien à sa place? Parce que voilà, chacun qui a des convictions différentes, parfois une culture différente, a des métiers différents aussi, des expériences différentes, des âges différents. Et pour autant, ton rôle à toi, c'est de coordonner pour que tout puisse se passer du mieux possible et que ce soit efficient. Alors, on travaille évidemment d'abord sur le partage des valeurs, d'engagement. Et enfin, une autre valeur qui est extrêmement importante chez les sapeurs-pompiers, c'est qu'on n'agit jamais seul. C'est au moins une équipe, un binôme, une équipe d'un engin de secours, C6 pour un fourgon pompteur et ainsi de suite. Et donc, dès le départ, on va vraiment insister plus que lourdement sur cette cohésion d'équipe et ce travail en équipe qui était essentiel. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de, finalement, tous les types de personnalités et tous les types de compétences. Comment est-ce qu'on aide ensuite, on accompagne en tout cas ces nouvelles recrues? C'est par la formation évidemment. Alors nous on a une formation qui est assez lourde, on essaye d'étendre jusqu'à 3 ans, hein. Mais c'est 30 jours quasiment de formation par type d'activité. On commence généralement par le secours à personne, puis on va faire du secours routier pour certains, puis l'incendie et puis les opérations diverses pour terminer. Puis pour certains, ils pourront même aller sur des spécialités du feu de forêt, du milieu périlleux, du nautique avec la plongée par exemple, du NRBC si nécessaire. Mais dans tous les cas de figure, c'est par la formation qu'on va créer finalement ce collectif. Parce que, encore une fois, qu'on soit cadre, ouvrier, étudiant, peu importe, tout le monde va se retrouver dans la même équipe de formation, va apprendre les mêmes gestes techniques, la même organisation opérationnelle sur le terrain, et la mettre en œuvre par la suite lorsqu'ils seront affectés dans ces différents centres d'incendie et de secours. Et puis je reviendrai sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, sur l'adaptation à la crise. Parce que c'est vrai qu'on tombe sur des choses qu'on
fait régulièrement, très bien. Mais on tombe aussi sur des choses qui sortent réellement de l'ordinaire. Et là, c'est pareil, en termes d'organisation opérationnelle, on revient sur des principes assez basiques, un peu comme les militaires, ça n'a pas que des défauts, il y a aussi des choses intéressantes. Et en gestion de crise, voilà, on considère qu'un chef d'équipe, Marc parlait de leadership, en période de crise, un chef d'équipe, il est aussi limité parce qu'il y a un peu l'effet tunnel qui s'opère. Et donc, on va organiser toute notre structuration opérationnelle de manière que le chef n'ait que 3 interlocuteurs maximum. Et on va décliner comme ça, des plus grosses opérations jusqu'aux plus petites, le découpage finalement de l'organisation opérationnelle. Donc, tout est bien cadré et la doctrine nationale en sécurité civile est basée sur ces grands principes fondamentaux de dire, voilà, un chef, c'est 3 interlocuteurs maximum. Et voilà, et donc, là, quel que soit l'endroit où je suis, je sais qui je suis censé coordonner et à qui je dois rendre compte pour récupérer également des informations. Merci. À s'entendre un petit peu, j'ai aussi l'impression qu'on a un vrai paradigme qui change. On imaginait que lorsqu'on faisait le métier qui sont les nôtres, on s'engageait à 200%, mais qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en compte, nous, managers, employeurs, en compte ces changements où il faut absolument que les personnes aient cette considération, qu'elles soient financières, qu'elles soient quant à l'évaluation de projets par exemple, il faut qu'ils puissent prendre part à des projets, il faut qu'ils puissent eux-mêmes nous proposer des projets, il faut que leurs paroles soient entendues et pas que écoutées, il faut vraiment qu'on puisse créer quelque chose derrière. Et bien c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut attirer aussi les professionnels et les garder. Maintenant, c'est même au sein des équipes de managers qu'il faut que ça change, parce qu'il ne faut pas seulement se le dire, il faut le vivre. Quand ce sera vécu intrinsèquement, on pourra beaucoup mieux changer les choses. Marc, alors, ce qui anime les choses chez toi, c'est la passion, c'est l'engagement, c'est l'adversité aussi. Alors, est-ce que ça peut être un moteur de l'action? Est-ce que ces 3 éléments peuvent être un moteur de l'action? Oui, ce sont les moteurs de l'action, bien sûr. Alors, pas que l'adversité, mais en même temps, manager, c'est aussi faire des compromis. Et j'ai envie de dire que plus on est exposé, plus on a de responsabilité, plus on va faire des compromis. En terre, on est proche de l'océan, donc les marins disent on tire des bords, je veux dire. Et le but, on sait tous que celui où on doit aller, encore faut-il trouver les moyens, les hommes, l'opérationnel, la stratégie pour y arriver. Et puis là, c'est gérer ces aléas du quotidien. Mais bien sûr qu'il faut la passion, il faut la détermination, il faut tirer la quintessence de ces hommes, et bon, il fait la part belle à la complémentarité des hommes, d'une certaine manière. Les règles du rugby, cette complexité, c'est un peu créer les conditions de l'adversité pour obliger l'homme à se fédérer, et il peut être extraordinaire, et puis aussi ce sentiment d'appartenance, cette fierté qu'il faut absolument véhiculer quoi, cette notion de sens. Je crois qu'une équipe qui gagne, quel que soit là aussi le contexte, c'est une équipe où il existe un fort sentiment d'appartenance, une identité au sens noble du terme évidemment, où les gens vont se sentir considérés, respectés, heureux de jouer sous ce maillot-là, sous ces cours-là, ou pour cette cause-là et pas une autre. Donc c'est notre responsabilité. Et aussi, donc, faire des compromis, c'est certaines fois, mais bien sûr, créer les conditions d'un contexte qui va être euphorisant. Jouer au Stade de France, quand on porte le maillot d'équipe de France, devant 90 personnes qui chantent la Marseillaise, ça fédère. Jouer à l'autre bout du monde, critiqué par tous, conspué par la presse, dans un contexte délétère, ça fédère aussi. Et voilà, donc il faut trouver les raisons de l'enthousiasme. Il faut de la bienveillance, il faut de l'accompagnement, il faut faire confiance, surtout être très entouré, parce que c'est vrai que dès le moment où on est en permanence, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis, la tête dans le guidon, et qu'on ne délègue pas suffisamment, on perd de vue l'essentiel, à savoir justement le management de nos équipes, de nos hommes, cette considération, cet équilibre fragile qu'il faut générer entre une forme de confiance et en même temps un besoin d'une forme d'exigence pour arriver à l'excellence, quel que soit le contexte. Donc il faut garder ce rôle un peu d'observateur. Et puis aussi dans la gestion, et là aussi ça s'adresse, bon, je parle évidemment du sport de haut niveau, travailler sur les contenus en permanence, à savoir qu'une victoire en sport collectif rend heureux vos dirigeants, le public, les supporters, les joueurs eux-mêmes, la presse.
stress et en même temps, il y a certaines fois des victoires, peut-être pas la Pyrrhus, mais en tout cas, dans les contenus sont médiocres. Et donc garder cette notion d'exigence aussi et se dire, voilà, travaillons sur les contenus parce que peut-être cette victoire, elle va générer les défaites de demain. De la même manière, quand ça agrège, quand c'est compliqué, quand on est critiqué par tout ce qu'on perd aussi, savoir se dire, les gars, soyons fiers, soyons heureux, on a perdu aujourd'hui parce que plein de choses, on nous prend pour des moins que rien, mais bon, restez fiers de ce que vous faites et continuez à travailler, on va retrouver un petit peu le chemin de la victoire et des solutions. Donc on est aussi garant de cette remise en question permanente, de cette autocritique. Le propre d'un grand champion, c'est évidemment d'être talentueux, de travailler, bien sûr, mais aussi c'est cette remise en question et cette humilité d'une certaine manière, cette autocritique. Et je ne parlerai même pas des sportifs issus de sports collectifs, parce que d'une certaine manière, la responsabilité, elle est partagée par le plus grand nombre. Les grands champions, des Nadal, des Federer, ces gens-là, pendant 15 ans, 20 ans, ils ont joué des joueurs qui jouent le match de leur vie face à eux, et puis ils ont cette humilité de se remettre en question. Et donc cette exigence que l'on attend de ces hommes, on va dire, de ces femmes, il faut aussi soi-même se l'imposer d'une certaine manière. Et accepter aussi l'erreur, accepter qu'on se trompe, accepter voilà, tous ces choix compliqués à faire au quotidien. Il faut accepter le droit. Enfin, avoir confiance en tout cas et renouveler sa confiance, espérer le meilleur de ses hommes, s'attendre au pire certaines fois. On est dans un tumulte de sentiments très souvent contrastés entre l'incompréhension des fois, quand ça ne fonctionne pas, la colère, la honte. Quand on a vraiment la responsabilité de ce projet, donc c'est aussi ce qui nous habite. Donc ça, c'est tout ce qui définit la passion et l'engagement, je crois. Merci Marc. Une question, est-ce que tu as eu l'occasion aussi d'entraîner des personnes qui n'étaient pas professionnelles justement? Parce que ça regrouperait aussi ce que fait Léa, des bénévoles, ça regrouperait 80% de l'effectif aussi de Stéphane. Oui, bien sûr. Ce qui ne sont pas nos effectifs à nous. Bien sûr, très, très régulièrement, y compris les actions sociales, avec notamment à Nancy, il y a quelques mois, avec un public de femmes atteintes de cancer, et donc l'idée géniale d'éducateurs, de passionnés de rugby, de médecins, de se dire il n'y a pas de fatalité, on va les faire jouer un rugby adapté, bien sûr, évidemment, le sport, une activité physique adaptée, évidemment, je pense en tout cas, pour moi c'est une évidence, ça n'était pas pour tous. Léa a parlé voilà, de son public, de malades qu'elle sort de leur contexte. Ils vont s'oxygéner, les médecins sont un peu craintifs, et puis ils reviennent à la maison à la banane, et ils ont gagné 6 mois de soins. Bon, j'exagère peut-être, très certainement, en tout cas, c'est toujours les mêmes leviers de toute façon. Et le management, j'ai entraîné des espoirs, des jeunes, des équipes amateurs, des équipes de France intermédiaires, des équipes de deuxième division, de première division, puis l'équipe de France, le haut niveau. C'est toujours les mêmes leviers en termes d'animation de ces équipes, voilà, encore une fois, de confiance et de passion. Okay. Moi, je trouve ça plutôt intéressant d'entendre que c'est pas forcément là où 7 € de l'heure, on ne fait pas ça pour l'argent, soyons clairs, c'est une indemnité. Du bénévolat, quand on a 15 ans, alors qu'on préférerait peut-être rester sur une console, ou alors, c'est ce que je vois à la maison, où Marc, qui a eu l'occasion aussi d'entraîner et de jouer avec des bénévoles, enfin avec des gens qui étaient là juste pour la passion. Et bien c'est vraiment bien chouette, puisqu'on voit que c'est l'engagement, c'est le sens, c'est le collectif aussi, et puis c'est les bonnes personnes au bon moment, enfin les belles rencontres aussi, qui permettent de faire ce genre de choses-là. Après, concernant tout ce qu'on puisse dire, là, j'ai l'impression aussi qu'il y a une colonne vertébrale, il y a une histoire de valeur. Qu'en penses-tu aussi, Léa? Je pense que, alors on a des passions, des engagements qui ne sont pas exactement les mêmes, et tu l'as rappelé au départ, mais je pense qu'on se retrouve tous les quatre, et sans doute tous ici, autour de socles de valeurs communes. Et d'ailleurs, tu parlais de formation tout à l'heure, et je trouve ça hyper intéressant, parce que chez nous aussi, les bénévoles, quand ils arrivent, alors c'est beaucoup plus léger comme formation, c'est une journée de formation, mais ils ont une journée de formation qui leur sont dispensées. Le premier atelier qu'on en fait, il est autour des valeurs. Il est autour de, voilà, c'est quoi les valeurs qui te parlent, c'est quoi les mots qui te définissent, et ce qui revient, c'est tous les mots qu'on a cités maintenant, solidarité, respect, considération, tu disais aussi tout à l'heure, et qui font que travail d'équipe, enfin voilà, qui fait que quand on se lève le matin, on est animé aussi par ces valeurs, et qu'elles sont un vrai moteur de la mobilisation et de l'équilibre aussi qu'on peut mettre dans nos vies après. Un consultant nous disait récemment,
avec certains membres de mon équipe qui sont ici, et puis que justement c'était la valeur, il fallait chercher la valeur centrale qui permettait aussi de rassembler. Et c'est le fait de retravailler autour de cette valeur, souvent la solidarité quand même dans nos métiers, qui va nous permettre, dans nos métiers, tous les quatre, supplémentaires aussi, y compris dans le sport, il faut être solidaire quand il y en a un qui va moins bien, il faut aller au bout. Et donc c'est sans doute la valeur aussi de solidarité qui peut nous permettre d'avancer, de tenir. Juste un point sur les valeurs, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On commence d'ailleurs avant la formation sur un accueil. Demain matin, j'accueillerai sans doute 150 à peu près jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui commencent. Et le directeur départemental des accueils leur souhaite la bienvenue, les remercie évidemment d'avoir osé venir s'inscrire dans cet engagement. Et je leur parle tout de suite des valeurs. D'ailleurs, mes premières paroles, elles sont basées là-dessus pour indiquer quel est le socle finalement qui nous unit tous, professionnels, volontaires, les personnels administratifs et techniques, parce qu'on a aussi des personnels administratifs qui travaillent dans tous les services supports de ces services d'incendie de secours. Et on le formalise, c'est-à-dire qu'au-delà de ces valeurs qu'on explique et sur lesquelles ils se retrouvent assez facilement, parce que s'ils sont venus, c'est d'abord pour ça, on va jusqu'à leur faire signer une charte des valeurs sur lesquelles ils s'engagent. Voilà. C'est en gros le contrat moral finalement que l'on s'impose à tous et auquel on demande à tous d'adhérer. Donc c'est un point, je pense, essentiel. On parle souvent des valeurs, mais sans dire c'est quoi finalement les valeurs sur quoi on se retrouve. Et donc, évidemment, vous savez, la devise des sapeurs-pompiers, c'est courage et dévouement. Derrière dévouement, c'est justement là-dessus, quand vous demandez à un jeune pourquoi il s'engage, parce que je veux venir en aide aux autres. Voilà, je veux porter secours, je veux aider les autres dans la difficulté. Très bien, et pile poil dans l'objectif que l'on vise. Après, on essaie de développer sur les valeurs de la République, les questions d'égalité, de fraternité aussi, et on peut regrouper assez facilement sur le collectif. Donc, tout ça, ça vient finalement naturellement. Et ça ne fait que conforter finalement le sens de l'engagement de ces jeunes. Merci. Alors je vois un petit peu comment ça peut se passer, Stéphane, du coup, auprès des troupes, mais auprès des encadrants. Quand justement tu vas former des encadrants, tu vas recruter un encadrant, comment est-ce que tu fais aussi passer tous ces messages pour que eux, de leur côté, puissent aussi transmettre tout cela à leurs équipes, puissent aussi jouer collectif? Alors là, c'est d'autres valeurs. Alors, ils ont les mêmes, parce qu'ils ont obligatoirement, et je veux dire le directeur pareil, les mêmes valeurs qui font partie de leur socle. Et là, je vais rebondir sur un peu ce que disait Marc tout à l'heure. Notre système managérial change, parce que les attentes finalement des équipes qu'on a en face de nous changent aussi. Et moi, il y a des mots forts sur lesquels j'essaie d'insister, toujours l'esprit d'unité, de collectif, parce que le collectif, ça concerne aussi les cadres et l'encadrement. On doit être aussi solidaires les uns des autres finalement, parce que c'est vrai que c'est du stress, c'est de l'adversité, c'est aussi de la charge émotionnelle également à assumer. Donc voilà, on doit soutenir, on doit être fort ensemble. Il y a la question de la confiance, c'est un vrai sujet, et là je pourrais aussi parler longuement, mais on n'aura pas le temps, de 20 ans de départementalisation, puisque les services d'incendie de secours étaient jusqu'au début des années 2000 des services communaux ou intercommunaux, et finalement ils sont tous fédérés au sein d'un établissement public départemental. Et là, c'était un moment où il a fallu finalement remettre à peu près tout le monde au même niveau. Et donc on a beaucoup contrôlé, exigé, demandé des comptes rendus et ainsi de suite, et laissé peu de marge finalement à l'autonomie, à la liberté, au principe de subsidiarité. C'est voilà, le mieux à même finalement de décider. Donc là, c'est un vrai changement depuis quelques années sur la question de la confiance, de la délégation, de la responsabilisation aussi. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc en gros, ce à quoi je m'attache et ce que je demande à mes cadres, c'est fixer le cap. Dites quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Par contre, sur la méthode, sur comment, faites confiance à vos équipes et laissez-les travailler et agir. C'est ce qui doit nous aider au fil de l'eau pour être bon opérationnellement en fait. Parce que opérationnellement, c'est cadré, c'est organisé. Mais la confiance du chef, finalement, elle s'acquiert plutôt à la caserne. Quand on a pu les laisser travailler, innover, et puis essayer de proposer également des choses. Et le dernier petit point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est l'écoute. Parce que je pense qu'on ne s'écoute pas assez. Et j'ai plein d'exemples en tête, en interne comme en externe. Voilà, laissons le temps d'écoute. Parler c'est bien, mais un moment à l'autre, taisons-nous et puis écoutons ce que les autres ont à dire. C'est aussi un point fort sur lequel je demande aux équipes d'insister.
Très bien. Alors, je pense qu'on s'est écouté là, c'est bien. Et on tombe d'accord, alors qu'on est parti, enfin, quand on a commencé, on semblait, en tout cas sur papier, relativement éloigné. Tu parles de l'autonomie, alors que moi j'allais justement, ma question suivante c'était sur la marge de manœuvre de ces encadrants. Est-ce qu'ils connaissent parfaitement leur marge de manœuvre? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est moteur pour toi? Oui, c'est exactement ça en fait. Alors, moi, mon rôle, c'est ce que je leur dis souvent, c'est une grosse boutique quand même. Hein, le SDIS de Loire-Atlantique, c'est 5000 personnes. Bon, évidemment, le directeur ne peut pas aller voir chacune des 5000 personnes, 92 centres sur les territoires départementaux. Par contre, ce qui est important, c'est que n'importe quelle personne du service sache quelle est la direction, encore une fois, le cap que l'on souhaite essayer d'atteindre. Voilà, avec nos forces et nos faiblesses, voilà, comment est-ce que j'arrive à progresser finalement sur ce service public d'incendie et de secours. Donc, à chaque fois, les grandes orientations, voilà, c'est mon rôle, c'est d'essayer de vraiment communiquer au plus fin, de manière à pouvoir faire en sorte que ce soit connu de tout le monde. Après, encore une fois, sur le comment, sur la déclinaison, je laisse la marge de manœuvre. À chaque niveau, à chaque strate, finalement, j'ai une organisation qui me permet de leur laisser cette marge de manœuvre pour eux-mêmes innover. Alors, c'est pas facile, hein, parce que quand je dis c'est pas facile, par expérience, quand on voit quelle est la décision sur le comment qui a été prise par un des cadres, on dit putain, bon, ça aurait pu aller beaucoup plus vite, quoi. On aurait pu faire différemment, j'aurais fait différemment, ainsi de suite. Donc c'est aussi accepter de mettre un petit mouchoir sur son orgueil personnel, de dire je laisse faire, je lui laisse sa marge de manœuvre, ok, je pense que peut-être on aurait pu être plus efficace, mais finalement, si l'objectif est atteint, si tout le monde rame dans le même sens, je sors souvent cette expression, bon, finalement on s'y retrouvera, et puis ce que j'aurais peut-être perdu comme temps sur cette petite action-là, je le retrouverai x10 dans 2 mois, dans 3 mois, sur d'autres sujets particuliers. Tout seul, on ira plus vite, mais à plusieurs, on ira plus loin. Marc, de ton côté, est-ce que tu vois aujourd'hui une différence aussi au sein de ces équipes? Est-ce que tu vois un tempérament différent pour de la mobilisation? Est-ce que les attentes, en tout cas de tes joueurs aujourd'hui, des joueurs que tu côtoies, les attentes ont pu changer? Alors, je suis plus sur le terrain, mais je suis toujours au fait de ce qui se passe. J'ai connu le rugby amateur et je connais le rugby professionnel, donc beaucoup de joueurs de ma génération ou d'entraîneurs de génération sont un peu déçus. Je crois aussi quand on mène aussi des équipes et des hommes et qu'on fait pour l'enthousiasme, il faut aussi accepter d'être déçu certaines fois, de se dire que les hommes sont faillibles, que dans un contexte de crise, de critique, peut-être une société qui pousse un peu à l'individualisme, et le rugby n'a pas échappé à ça. À savoir aujourd'hui, il y a des contrats à durée déterminée, nos joueurs les plus exposés sont des sortes d'influenceurs, gagnent beaucoup plus d'argent à travers leur image d'une certaine manière que leur salaire sportif, qu'il faut accepter qu'ils aient une ambition individuelle, qu'ils soient parfois égoïstes, et en même temps pas garder le cap, en tout cas, de ne pas renoncer à une forme de solidarité, je veux dire, on a employé le terme, et de fraternité. Il y a une forme d'autorégulation des comportements individualistes dans un vestiaire de rugby, peut-être on est aidé en ça par l'âpreté de ce sport, encore une fois, qui fait qu'on a un besoin fondamental les uns des autres. Mais savoir que les joueurs, voilà, certaines fois, ils jouent un peu pour leur gueule, d'une certaine manière, où ils ont des comportements un peu égoïstes, et c'est pas pour ça que c'est devenu des brebis galeuses. Accepter ça, en même temps leur faire rendre compte aussi qu'évidemment qu'on a le droit d'avoir une ambition individuelle, de bien gagner sa vie financièrement, de prendre des responsabilités, quel que soit le contexte là aussi, mais que il me semble que l'euphorie d'une victoire, elle est toujours collective, elle est toujours partagée, que de l'autre côté, justement, quand on perd aussi, il est quand même bien plus agréable d'être entouré et d'avoir fait le job avec ses potes, donc il ne faut pas lâcher sur ces fondamentaux-là. Voilà, j'aime dire que mon sport, et voilà, j'en parle beaucoup, est un sport de paradoxe. Effectivement, c'est un truc un peu tordu quand même à la base, parce que l'action fondamentale, c'est avancer coûte que coûte. Hein. C'est les Anglais, vous savez, qui ont inventé le rugby, qu'on pourrait qualifier de champion de l'humour absurde, d'une forme de cynisme ou d'ironie. En tout cas, voilà, l'objet, c'est quand même d'avancer coûte que coûte, et pour ça faire des passes vers l'arrière, quoi. Et en même temps, ce qui est tordu à la base provoque, j'aime dire, 3 conséquences directes, à savoir que le porteur de balle, et je crois qu'on va être dans une forme de métaphore de vos quotidiens respectifs et de nos quotidiens respectifs, quel que soit son âge, sa fonction, son talent même,
il doit faire preuve de courage parce qu'il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau, sans se premier du terme. Et donc il doit s'exposer, prendre une initiative d'une certaine manière. Et la deuxième conséquence, évidemment, c'est la notion de confiance, parce que pour qu'il s'expose, évidemment, le propre du haut niveau, c'est se tromper le moins souvent possible, même s'il se trompe, en tout cas, si la confiance de le reste de l'équipe, et bon, on continue à avancer, à consolider, à garder le ballon, à préserver nos acquis. Et la troisième conséquence, c'est la collaboration, évidemment. Donc, encore une fois, l'entraide, se dire les choses, échanger, collaborer. Ça paraît être une évidence pour dès le moment où on fait preuve de passion et on est au soutien d'une cause. Alors, on est tous d'accord pour se dire, les plus anciens, pas Léa, que voilà, les attentes ont changé, que les attentes de nos collègues ont changé, les attentes au sein de nos services, au sein des joueurs ont changé. Et c'est à nous de nous y faire. Voilà, c'est avant tout à nous de faire ce principe et puis de comprendre que c'est pas en regardant derrière qu'on va faire avancer les choses. Je crois que regarder derrière, c'est tourner le dos à l'avenir. Et donc continuer à se dire que c'était mieux avant, ça n'avancera pas plus. Et donc il faut s'y faire, il faut accepter et puis pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que nous allons faire aussi. Puis avant, il y avait des cons aussi. Et des égoïstes, ils sont toujours là peut-être, mais bon, ils existaient déjà. C'est vrai. Il y a... Parfois même c'était des journalistes qui posaient une mauvaise question, je crois. Je m'en fous, je ne suis pas journaliste. Il y a... Tu as donc plein de bénévoles qui sont là. Comment est-ce que tu fais pour les conserver aussi? Parce que voilà, ils ont plein d'attention aussi, ces jeunes, ces gamins. Voilà, je parlais de console tout à l'heure en plaisantant un petit peu, parce que j'observe ça tous les jours à la maison. Mais comment est-ce que tu fais pour les mobiliser, pour qu'ils reviennent le mercredi après-midi et le week-end? C'est une bonne question. Peut-être un élément pour préciser ma réponse après. On observe aussi que les choses changent. C'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on observe pas ça, parce que les bénévoles qu'on engageait avant le Covid ne sont pas les bénévoles qu'on engage aujourd'hui. Ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas la même tolérance aussi sur certains éléments. Ils sont très exigeants parfois, et en même temps, on est ravis de les engager et on a besoin d'eux. Et on observe aussi des choses, notamment en milieu hospitalier, qu'on n'observait pas avant le Covid. On a beaucoup plus de communautarisme qu'avant. Tu parlais d'individualisme, mais on le voit d'autant plus chez les jeunes. On est obligé de pousser des vidéos TikTok pour permettre à des jeunes de pouvoir s'engager avec nous aujourd'hui, ce qui n'était pas un truc qu'on imaginait faire. Et j'ai 23 ans, donc je ne me sens pas complètement en décalage avec les jeunes qu'on engage. Et en même temps, je me sens quand même carrément en décalage parfois. Donc on observe aussi ces changements-là et sur comment on les fidélise et comment on leur permet de rester engagés chez nous, ça a été des vrais sujets qu'on a questionnés, de quel profil on engage aujourd'hui par rapport à ceux qu'on engageait avant le Covid. Je pense que la réponse première, il y a plein de gens qui ont dit on va mettre des baby-foot au bureau d'Aïda, on va faire des team building, on va aller boire des cafés un peu partout en France tous ensemble. Bon, tout ça, ça n'a pas marché. Et ce qui a vraiment le plus marché et ce qui a permis de les fidéliser, c'est quand on leur a donné des missions très concrètes à faire où ils se sentaient utiles. C'est-à-dire que c'était aussi simple que ça. Ils se sont engagés chez Aïda pour donner X heures par mois de leur temps. Ils reçoivent un texto sur leur téléphone qui leur dit voilà les missions les plus proches de chez vous. Ils répondent en disant je suis disponible. Et c'est comme ça qu'on les fidélise et c'est la seule raison, au-delà du fait qu'ils aiment bien les gens qu'ils rencontrent chez Aïda, mais la raison première, c'est pour être utile et faire une action qui a du sens au quotidien. On remarque que, par exemple, au début du Covid, quand il y avait un peu moins d'actions qu'on pouvait proposer, parce que notre modalité d'engagement à l'hôpital a un peu évolué, on a une démotivation des bénévoles assez majeure. C'est peut-être des choses que vous avez pu observer aussi, mais dès lors qu'on a recommencé à proposer des activités concrètes, les bénévoles sont revenus et c'était vraiment ce qu'il fallait pour les motiver et les fidéliser. Merci, on arrive presque au terme de cette heure d'échange. Moi, je souligne vraiment la satisfaction d'avoir pu un échange à bateau rompu. Si on avait été au Café du Point, du Café du Commerce, c'était pareil. Donc moi, ça me plaît, c'est ce que j'attendais. Donc un grand merci. Je vois aussi que nous, employeurs de l'économie sociale et de solidaire, il faut qu'on bouge nos lignes. Pour prendre un terme un peu sportif. Il faut vraiment qu'on bouge nos lignes, il faut qu'on bouge nos attentes, il faut qu'on accepte le changement pour qu'on puisse se préparer, à faire fonctionner nos services correctement, en étant plus attractifs aussi. Et la question du sens, je crois qu'on
l'a rabâché, elle est hyper importante, quel que soit le secteur que l'on est, quel que ce soit le sport aussi dans lequel on est, c'est important, et faire avec tous, hein, Marc, hein, tu disais tout à l'heure, il y avait des cons hier, il y en a encore aujourd'hui, il faut faire avec, et qu'on balaye devant notre porte, et puis qu'on puisse avancer. On a parlé d'équipe, alors moi pour le mot de la fin, écoutez, je l'ai travaillé en équipe hier dans la voiture. Hier on évoquait ça, la conférence d'aujourd'hui avec les collègues, et on a fini par se dire que la motivation permettait de commencer, et c'était l'engagement qui permet de continuer et d'avancer. Merci beaucoup.